Bien, on va débuter cette journée. Donc, bienvenue à toutes et tous et bienvenue donc, à l'Espace Mendès France pour cette journée de Festival Bruit de Langue. Alors, sur la recherche-création, donc c'est une thématique évidemment qui nous parle ici en tant que centre de culture scientifique, parce qu'on parle souvent de médiation scientifique, mais évidemment, nous, c'est de la médiation en culture scientifique. Et vous en aurez l'exemple, en tout cas, de ce qui peut se passer ici et aussi tout le travail que nous pouvons faire avec l'UFR Lettres et Langues, et particulièrement avec Stéphane Bicalo, Martin Rass aussi, dans le cadre des amphis des lettres, mais aussi sur les liens que nous tissons avec le lieu multiple, qui est le pôle de création numérique et puis création art-sciences. Donc ce soir, là, Catherine Dorion va répéter toute la matinée avec Nelly Mousset et Audrey Poujoula pour proposer justement un slam un peu improvisé dans le planétarium, donc à 18h30. Et ça, c'est un des exemples. Évidemment, là, c'est une résidence très, très courte de 3 heures de répétition, mais habituellement, on accueille chaque semaine des artistes en résidence sur des temps de 1 semaine. Je l'ai déjà dit, c'est pas mal. On sent le vendredi. Et voilà, pour faire des propositions comme ça de création, soit en lien avec des chercheurs et des chercheuses de toutes les disciplines, ou bien sûr des créations qui sont plus sonores, musicales, parce qu'on a la chance d'avoir un espace comme le Planétarium, qui a un système son, vous l'entendrez ce soir, assez exceptionnel. Donc merci beaucoup aux intervenantes et intervenants de cette journée pour explorer l'intermédialité créative et inclusive. Je laisse la parole à Stéphane, que je remercie pour cette programmation. Merci Héloïse. Alors juste 2 mots pour vous remercier d'être présente et dire 2 mots sur la recherche-création, quelque chose qui émerge depuis assez longtemps mais qui n'a pas été vraiment encore théorisé. Alors Olivia Rosenthal est une de celles qui va contribuer à le faire. Katie aussi, Irita Begoyena viendra cet après-midi et elle, dans son domaine aussi, réfléchit et théorise des pratiques. Alors, il y a des thèses en recherche-création qui se font, pas trop de master finalement encore, c'est trop tôt peut-être, je sais pas. Et l'idée, c'est de cette journée, c'est de se dire que comme enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses et auteurs-autrices, il y a quelque chose qui nous rejoint autour de cette idée de recherche et que de dialoguer sous cette forme-là, pas tout à fait comme à Bruit de Langue où normalement on essaie de s'effacer derrière les œuvres des auteurs et des autrices comme enseignants, enseignantes ou chercheurs, chercheuses. Là, on essaie de voir ce qui nous fait converger dans nos manières d'approcher la création. On voit bien avec Olivia Rosenthal, Arnaud Bertina, Catherine Dorion et puis Stéphanie Arc, enfin celles et ceux qui sont présentes aussi aujourd'hui, que cette dimension de recherche existe évidemment dans la pratique artistique et que à notre endroit, la recherche scientifique n'est pas forcément cette démarche didactique, sourde-elle et non créative. Alors, j'ai entendu l'année dernière au Canada quelqu'un qui a performé, chanté sa communication scientifique, donc ça je n'ose pas encore, mais je me disais, voilà, là on avait quelque chose qui pouvait aussi donner lieu dans la recherche scientifique à quelque chose de créatif qui était adapté au sujet évidemment, c'était parce que c'était sur l'oralité, sur le rapport aux langues autochtones, enfin il y avait du sens, c'était pas juste pour le plaisir de chanter, et donc ça se fait pas trop en recherche, mais ça commence quand même à émerger, me semble-t-il, notamment dans les thèses recherche-création, et Martin postait, annonçait la journée en disant « je ne sais pas trop ce que je vais dire tout à l'heure en discutant avec Arnaud ». Voilà, ça fait partie de l'hésitation du chercheur et je trouve ça assez sain en fait. Voilà. Et parce qu'on entend souvent ça du côté des artistes, mais moins du côté des chercheurs. Donc voilà, on va commencer par... alors, et puis pour vous dire aussi que c'est la 4e session comme ça de ces journées-là. Alors, recherche-création, je viens d'en parler, intermédialité inclusive et créative, c'est parce que effectivement, ce qui réunit souvent les auteurs et autrices qu'on invite à Bruit de Langue, et puis notamment pour cette journée, c'est ces pratiques de relations entre les arts, donc intermédialité, et puis créative, parce que création artistique, et inclusive, parce qu'on ne peut pas trop dire intersectionnalité quand on veut avoir des sous au niveau de la région, et donc on a fait un budget pour avoir des sous. Mais en gros, c'est l'idée quand même d'être sur des enjeux qu'on peut appeler intersectionnels, donc
féminisme, classe, race, etc. Et que souvent les enjeux politiques qui sont abordés dans une part de la littérature contemporaine, notamment de celle qui nous intéresse, peut se réunir sous ce terme-là. Voilà. Pour vous dire aussi, donc c'est la 4e journée, et petit à petit, on a ce matériau-là, grâce aussi à l'accueil de l'Espace Mendes France et l'enregistrement des sessions. Et donc, avec Mathilde Rimaud, qui est ici, on va petit à petit, on envisage, juste on n'a pas eu le temps de le faire, mais de réunir toutes ces contributions depuis plusieurs années, les dialogues, les textes qui sont écrits, pour en faire un volume comme ça, recherche-création, voilà, qu'on a à organiser, à récolter, mais peut-être l'année prochaine, ça sera prêt. Donc je vais laisser la parole à Arnaud et Martin pour parler du rapport d'Arnaud Bertina donc à la photographie, et puis en dialogue. Et puis vous avez vu le programme après, ce sera Julien, Olivier et moi ce matin sur le travail d'Olivia Rosenthal. Bonjour. Bonjour. D'emblée, je m'excuse un petit peu parce que en fait, j'aurais voulu faire quelque chose de plus précis ce matin et je n'ai pas réussi à trouver le temps, ni en amont, ni pendant la semaine, d'y travailler plus. J'espère que ce sera quand même pas trop brouillon et j'espère que ça va pas trop déstabiliser Martin par rapport à ce que lui, il a préparé, de manière à ce que je lui grille pas toutes ses cartouches pendant les 20 premières minutes. J'imagine l'idée des organisatrices et des organisateurs, c'était que de dire quel est mon rapport à la photo, parce que j'ai déjà dit souvent et je l'ai écrit beaucoup que la photo comptait beaucoup pour moi. Donc je ne vais pas faire évidemment une communication sur la photo en général, mais sur mon rapport à la photo et le rapport peut-être de certains de mes livres ou à la photo, comment la photo joue à l'intérieur de ça, quoi. Et évidemment, je vais essayer de parler en m'adressant aussi à ceux qui n'ont absolument pas idée de ce qui se trouve dans mes livres, de manière à être inclusif et à laisser personne de côté. J'ai dit dans un texte sur lequel peut-être Martin voudra revenir tout à l'heure, qui était dans un volume d'Inculte, d'ailleurs que j'ai mis au pot commun là, de votre bibliothèque du master, un volume qu'on avait fait dans lequel on invitait les auteurs à dire quel est leur rapport aux documents. Et moi j'avais fait justement un texte sur le fait que je fais des photos de manière quasi compulsive au téléphone portable tout le temps. Donc ça fait des archives de dingue. C'est à la fois une sorte de bloc-notes et puis en même temps c'est aussi presque toujours avec quand même une petite intention artistique minimale. C'est-à-dire à chaque fois c'est parce qu'il y a quelque chose qui me requiert sur le terrain artistique, un cadrage, des lignes, une certaine qualité de lumière. Et donc c'est une pratique absolument quotidienne, plus quotidienne en fait que l'écriture, parce que quand je suis en déplacement, je n'écris pas, alors que effectivement je fais plein de photos. J'en fais plein aussi au quotidien, etc. Et j'ai voulu dans ce texte qui avait été publié par Inculte, j'ai voulu essayer de gratter cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a derrière quand le geste est à ce point courant et donc presque compulsif? Si je reparcours la totalité de ma pratique photo depuis l'âge de 10 ans à peu près, je crois que mon premier appareil je l'ai à 10 ans, il y a une chose qui s'impose, c'est le fait que je fais tout le temps les mêmes photos. C'est-à-dire quand j'habite à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, au bout de 3 ou 4 ans, j'ai 500 photos de la même fenêtre, prises depuis la même fenêtre, donc du même ciel, du même décor, du même paysage, etc. À chaque fois, j'ai l'impression que c'est une lumière nouvelle. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de différent. Et donc, je prends ces images-là. Des fois, c'est pour des décors qui ne valent absolument pas la peine. Ma chambre d'adolescent, elle donnait sur la voie ferrée et sur le haut du Monoprix de Brunois. Ça n'avait absolument aucun intérêt. Mais à chaque fois, il y avait un ciel. Et à chaque fois, c'était cette qualité de lumière que j'essayais de capter.
Et donc, en mesurant ça, à quel point, par exemple, quand je vais en vacances, c'est souvent aux mêmes endroits, et ben, je refais les mêmes photos, et alors que je pourrais très bien dire, non, c'est bon, ce torrent, je l'ai déjà, ça ne sert à rien que je refasse une 327e photo de la cascade. Bah si, je le fais quand même. Et donc, je pense qu'il y a derrière ça, il y a, la photo me sert, alors là, je vais presque sur le terrain psychologique, elle me sert à fixer quelque chose, c'est-à-dire, en fait, à empêcher que tout passe, quoi. C'est-à-dire, c'est une façon d'essayer, mais vraiment comme un noyer qui cherche une branche à laquelle ça se raccrocher, c'est d'essayer en permanence de stabiliser les choses qui passent autour de moi. Et le ciel, c'est vraiment la chose qui passe par excellence, quoi. Le paysage peut se transformer aussi, les gens, ma fille. Ma fille, je me suis un tout petit peu calmé, mais c'est pareil, je l'ai photographiée à outrance, quoi. Et heureusement, elle était complaisante, parce que si elle avait détesté ça, je pense que j'aurais été vraiment très très malheureux, quoi. Mais voilà, il y a derrière ça donc une sorte de mélancolie, quoi, d'inquiétude face à tout ce qui passe, et une demande un peu désespérée adressée à la photo, d'essayer de retenir les choses, quoi, d'essayer de les figer, de faire qu'elles passent moins, d'espérer peut-être saisir... si je dis l'essence de ces choses-là, c'est beaucoup trop fort et beaucoup trop grandiloquent, mais voilà, d'essayer de freiner le passage du temps, quoi. Ce que j'ai jamais demandé à la littérature, n'ayant par exemple pas une activité de diariste, etc., mais d'une certaine manière, toute cette demande-là, je l'ai investi dans la photo. Il y a... cette veine mélancolique, j'ai essayé aussi de la comprendre sur un autre terrain que peut-être certains d'entre vous trouveront un peu discutable, mais discutons-en. C'est qu'il y a pour moi, dans la photographie, une sorte de refus, de résistance, mais qui est vraiment intrinsèque, c'est-à-dire pas dans mes photos, là pour le coup, mais vraiment dans l'ensemble de l'art photographique. Il y a une sorte d'incompatibilité incroyable avec l'idée de tragique. C'est-à-dire que c'est un art qui, à mes yeux, et je vais essayer d'expliquer en quoi, c'est un art qui se refuse à la dimension tragique. Je vais vous donner un exemple précis. J'avais écrit pour Libération, j'avais participé à un cycle de textes, et j'avais proposé d'écrire sur un photographe américain, Robert Adams, qui a eu vers 2015 une grande rétrospective au musée du Jeu de Paume. Il y avait au rez-de-chaussée, enfin au premier étage, il y avait plein de trucs très très intéressants, et au deuxième étage, il y avait énormément d'images absolument nulles des années 90, 2000, vers la fin de sa vie, dans laquelle il s'était occupé que d'écologie, et avait décidé d'utiliser sa photo pour essayer de fixer la catastrophe écologique en cours, quoi, dont lui commençait à voir toutes les marques. Et je m'arrête, donc je me mets à passer très vite dans ces salles parce que je voyais bien qu'il n'y avait aucune image qui me retenait. Et puis il y en a une qui me retient. Alors je m'arrête devant. C'était une photo étonnante, des arbres alignés, photographiés de manière frontale, et de tailles très différentes, et de nature aussi très différente. Donc par exemple, un avec beaucoup de lianes très grises, un autre beaucoup plus sombre, etc. Et je me dis, tiens, elle est hyper graphique, cette photo, elle raconte rien, mais elle est hyper graphique, et elle me plaisait comme ça. Et donc je la prends en photo pour la garder, et je photographie aussi le cartel, et puis je me rends compte que le cartel est très bavard, qu'il y a un gros texte. Et je commence à lire le cartel. Et le cartel disait que en fait, cette photo enregistrait à quel point l'agriculture intensive aux États-Unis a créé des ravages, parce qu'en fait, ce qu'il photographiait là, c'était une haie qui permettait de délimiter un champ. Et on sait, maintenant, on est revenu sur ce savoir-là, on sait que les haies sont absolument nécessaires pour fixer la terre, pour fixer l'eau, pour apporter un peu d'ombre, etc., etc. Et que l'agriculture intensive qui, partout dans le monde, a détruit ces haies, a en fait créé des ravages, parce qu'ensuite, l'eau ruisselle, quitte les champs, etc., rentre pas dans les nappes phréatiques, etc. Et donc, pour lui, cette photo était dramatique, justement. Elle enregistrait quelque chose de tragique, quelque chose de dramatique.
Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est vraiment étonnant parce qu'en fait, la photo telle que je la voyais sans avoir lu le cartel, sans savoir du tout de quoi il s'agissait, elle était impossible à comprendre. C'est-à-dire, c'était impossible de faire ce raisonnement-là, de deviner ce qui était montré. On pouvait que en rester en fait à la dimension graphique de la chose, aux différentes teintes de gris, de noir, de blanc, etc. Et donc, sans avoir cherché à esthétiser ce truc-là, néanmoins, en fait, il le rendait aimable. Alors que pour lui, c'était le signe d'une catastrophe et d'un abandon par les hommes des grands principes de l'agriculture et de la nature. Ça, pour moi, ce moment-là a été un moment très très fort. C'est-à-dire que j'en suis venu dans ce texte et je continue de penser un petit peu ça. En fait, la photo nous fait aimer absolument tout. Cette photo-là, qui est plutôt, je ne sais pas d'où elle vient, cette photo-là qui contient énormément de choses glauques, difficiles, froides. Il y a une forme d'abandon dans cette image, abandon social. C'est peut-être aussi une personne qui renonce, parce que, étant donné la pose, étant donné les jambes nues, le pantalon baissé, etc. Bref, il y a quelque chose de dur. Et en même temps, cette photo nous fait aimer cette chose-là. Et je pourrais dire ça aussi avec des photos qui, sur le terrain social, vont encore plus loin dans le glauque et dans le difficile, dans le compliqué. Et ça tient au cadrage, ça tient aussi à toute notre culture dans les arts plastiques, etc., qui fait que dès qu'on voit une image, on la rapporte à toute une tradition, consciemment ou inconsciemment, mais qui a formé notre œil. Cette dimension-là, que je dis non tragique, cette dimension qui nous aide en permanence à revenir vers le monde et à l'aimer, même dans ses travers difficiles, glauques, etc., pour moi, a une fonction incroyable par rapport au livre que j'écris, que je cherche à écrire, c'est-à-dire de toujours me ramener à du non-jugement et à du non-tragique. Dans la littérature, la pente tragique, la pente malheureuse, la conscience malheureuse est omniprésente. Elle est très puissante, c'est très difficile d'y résister. C'est très difficile de penser hors de la morale et hors de cette pente tragique. Et donc pour moi, la photo, elle a vraiment un peu cette fonction-là, et c'est pour ça que je l'aime. Elle m'aide à bousculer en permanence les outils dont je dispose. Donc les outils dont je dispose, moi je suis pas brillant, je suis pas capable d'aller sur tous les terrains. Hier vous avez vu un film, mais j'en referai jamais. Ce qui m'intéresse, c'est la littérature, c'est le seul endroit où j'ai l'impression de réussir à faire quelque chose. Et ben la photo, elle m'aide à bousculer ça, c'est-à-dire à faire que jamais la littérature se sente souveraine, que jamais j'ai l'impression qu'avec la littérature, c'est bon, je suis maître de ce que je fais, je suis maître de mes moyens, et je suis maître du regard que je voudrais porter sur les choses. Il y a vraiment l'idée de bousculer de l'extérieur, donc c'est-à-dire depuis un autre média, une autre façon de regarder le monde, de bousculer la façon que j'ai de regarder le monde, les lunettes avec lesquelles je regarde le monde, etc. Parce que, je l'ai dit, quand on n'est que dans une certaine pratique artistique, donc en l'occurrence pour moi, je n'ai que la langue française et je n'ai que la littérature, c'est compliqué de bousculer cet art de l'intérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lundi, j'ai donné cet exemple du mot barapute que j'utilise au tout début de l'âge de la première passe, en me disant, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que ça sonne bien à mes oreilles ? Ah tiens, c'est pour des raisons détestables. Ok, donc j'évacue ce mot-là, ou je le mets en critique, je l'évacue, je ne l'utilise pas.
alors qu'il avait quelque chose de séduisant, à l'oreille. Mais ce travail-là, il est assez difficile à faire quand on ne le fait que de l'intérieur. Alors que là, la photo, justement, m'aide en permanence à questionner ce que je suis en train de faire dans la littérature. Et le questionnant de l'extérieur, il y a quelque chose de plus simple. C'est-à-dire, tout d'un coup, la littérature, elle est mise en état d'intranquillité. Elle n'est plus toute seule, elle est plus souveraine. Il y a un autre média, la photo, qui vient de l'extérieur, la bousculer, qui vient de l'extérieur, lui rappeler qu'un autre regard sur le monde est possible, que autre chose que la narration est possible, puisque la photo est assez rétive à l'idée de narration quand même. Même l'enquête journalistique ne suffit pas à faire une narration en bonne et due forme comme on le fait dans la littérature. Et donc la photo tire le livre vers des espaces où la narration n'est plus reine et où on peut aller peut-être plutôt du côté de la poésie ou en tout cas vers quelque chose où la narration est suspendue et donc un certain rapport au temps est suspendu, une certaine direction des phrases aussi est mise en crise, etc. Donc voilà, la photo, elle m'aide à faire que la littérature reste inquiète et qu'elle ne s'endorme pas sur ses lauriers. Et qu'elle soit donc d'une certaine manière contestée par le divers, par la diversité, par quelque chose qui lui est étranger. C'est vraiment, la photo, c'est comme quelqu'un qui parlerait une autre langue et en présence de cette personne qui parle une autre langue, la littérature est obligée de rester ouverte, elle est obligée de se poser en permanence des questions, elle est obligée d'accepter sa fragilité, d'accepter qu'elle ne domine pas, d'accepter le monde peut être appréhendé complètement différemment. Et c'est je suis très reconnaissant, c'est un peu con de finir comme ça, mais je suis très reconnaissant à la photo, voilà, de maintenir la littérature dans cet état d'intranquillité. À toi. Bon, merci pour ce tour ou ce panoramique un peu de ton usage de la photo. Dans un premier temps, j'ai retenu plusieurs choses. Donc, c'était la question de la légende qui évidemment qui intervient dès que tu parles de cette photo de Robert Adams, c'est ça? Oui. Ouais. Qui filme une haie ou un remembrement, en fait, un membrement de champs qui a effectivement tendance à disparaître. Et là, on voit bien qu'en fait, la légende, en général, elle donne la narration de la photo. Hein. Donc sans légende, la photo, elle est aussi polysémique que les mots sur lesquels tu t'interroges. Comme tu l'avais dit pour celle-ci, on peut faire aimer des choses même glauques à travers la photo. Pardon, je vais donner un autre exemple qui est encore plus simple. C'est une photo de Artus Bertrand. Vous savez, la Terre vue du ciel. Et en fait, dans la série d'images, il y en a une qui est donc au-dessus de la jungle amazonienne. Et il y a deux rivières qui se rejoignent. Et en fait, l'une, les eaux sont toutes vertes, et l'autre, les eaux sont toutes rouges. Donc c'est pareil, c'est hyper graphique, c'est ultra simple, et ça a quelque chose, c'est assez magnifique. Sauf que la légende, là encore, la légende nous apprend que non, la rivière est rouge parce qu'il y a de la déforestation en amont, que donc il y a un ravinement colossal et que donc ça encombre ensuite la centrale électrique qui est plus loin en aval, etc. Donc en fait, cette photo, là encore, note quelque chose de la catastrophe écologique, mais sans la légende, cette photo est juste belle, elle donne on a presque l'impression d'être face à un phénomène naturel, on ne soupçonne pas obligatoirement qu'il s'agit au contraire d'une intervention humaine, quoi. Donc là aussi, sans esthétiser obligatoirement, il y a de toute façon cette espèce de pente. Oui, c'était la deuxième chose. Je vais quand même faire cette petite remarque de l'esthétisation en fait, du clos qui fait passer en permanence ce genre de choses. Moi, je pensais aux photos de Salgado en Amazonie. Donc on a plein d'exemples qui viennent tout de suite à ce sujet. Donc il y a les deux, hein. Donc tu as raison. Il y a aussi des choses qui s'ajoutent. Et
Et cette nécessité de la légende, c'est assez intéressant à observer parce qu'il y a des photos peut-être qui se perçoivent immédiatement, où on n'a pas, où chacun a peut-être la même impression. Et cet exemple que donne Susan Sontag, je ne sais pas si tu connais cette exposition après le World Trade Center, Here's New York, qui a énormément de photos qui ont été prises par des victimes, des proches de victimes, et qui étaient exposées ensuite dans une salle, juste pour l'arrière-plan. Et elle dit, à ce moment-là, en 2001, quand les personnes ont fait la queue devant la salle d'exposition, et qui ont défilé, qui ont regardé, qui ont pleuré, qui se sont échangés sur ces photos-là, il n'y avait pas de légende nécessaire. Donc on n'avait pas besoin de mettre des légendes. Mais elle soupçonne aussi, à un moment donné, il faudra peut-être en mettre pour comprendre ce moment-là. Donc c'est ça aussi, je ne sais pas si c'est une contradiction ou le paradoxe de la photographie. C'est pas pour toutes les photos, c'est-à-dire dès qu'on va sur le terrain un peu du journalisme, oui, la légende est quasiment tout le temps nécessaire. Pour une exposition de Cartier-Bresson, de savoir que la photo a été prise en Pologne ou dans le sud de l'Espagne, c'est moins nécessaire, quoi. Donc parce que depuis, on a transformé le photojournalisme de Cartier-Bresson en travail strictement ou presque strictement artistique, et les légendes sont tombées au fil du temps, quoi. Elles sont moins nécessaires. Donc ça dépend aussi le type d'image qu'on fait, quoi. Bon, et là, un autre exemple, c'est la photo connue pendant la République espagnole, avec la femme qui est j'ai plus le nom, c'était Capa, je crois. En tout cas, c'est la même chose, où elle dit maintenant, sans le contexte, on peut se demander si cette femme cligne de l'œil parce qu'elle est juste dérangée par le soleil. Et tandis qu'à l'époque, c'était... Elle regarde les bombardiers. Ouais, on imagine qu'elle regarde les bombardiers, mais ils ne sont même pas encore là, donc, quand la photo est prise, mais elle a été interrogée de cette manière-là. Et là, je voulais faire, si tu veux bien, le lien avec ce livre qui s'appelle « Faire la vie », qui a accompagné, ou qui a un peu le complément de L'âge de la première passe, qui s'est sorti vertical. Parce qu'on a ces mêmes éléments, on les a aussi dans le texte du livre. D'un côté, tu parles, je ne sais pas par quel bout commencer, peut-être pas l'objectif. L'objectif de cet atelier photo que tu décris à la fin, dans 105, tu peux peut-être lire le passage, qui contient les deux, qui contient à la fois une mise en garde, une position du photographe par rapport aux personnes photographiées, et une possibilité de lecture. Donc une légende, tu finis par une légende que tu t'en débarrasses tout de suite. Moi c'est ce, je crois. Ouais, c'est ça. C'est juste ce petit paragraphe. Donc les photos de ce livre. Je crois qu'elle donne à voir l'effet de l'atelier d'écriture. Elle parie sur mon regard bienveillant pour les montrer aimables et non pas désirables. Un homme va les regarder différemment. Depuis des semaines, elle me confie toutes les violences supportées. Quand elles descendent trop profond, je leur laisse le temps de remonter à la surface, ne forçant jamais la confession ou le récit. On se reparlera quand tu voudras. Elles m'ont vu porter les sacs à dos des infirmières. Je partage leurs repas tous les midis et je joue avec leurs mômes. Alors oui, elles sont presque tranquilles et ne craignent pas mon regard. Certaines semblent réservées, mais plusieurs sourient. La main d'une fille sur le ventre de sa copine enceinte, le regard d'une autre tourné vers ses deux amis et non pas moi. Les gestes sont doux. Mais les expressions, c'est comme les goûts et les couleurs, difficile de se mettre d'accord. Alors je vous laisse voir ce que vous y verrez, je dis juste le contexte. Donc, pourquoi ce retrait à la fin du livre? Bon, tu t'es avancé, moi c'est ça. C'est ça qu'il faut voir, ou qu'on peut voir. Qu'on peut voir, qu'on peut voir, mais ensuite il y a ces...
Et on peut voir aussi autre chose. En fait, le problème de la légende, c'est d'expliquer l'image, c'est d'expliquer ce qu'on a sous les yeux. Et ça, c'est une sorte de crime. C'est une crime à tous les niveaux. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça tue la photo, c'est-à-dire ça l'enferme dans une stricte signification. Donc si je dis, tiens, regardez le regard mélancolique de cette fille, bah, si quelqu'un ne le voit pas mélancolique, mais au contraire autre chose, bon, bah, j'ai abîmé la chose parce que je dis à cette personne, bah non, il est mélancolique. Et puis ma voix aura plus d'autorité puisque c'est mon livre, c'est mes photos, c'est mon texte, etc. Donc il y a ce crime-là. Il y a aussi une sorte de crime qui est justement de faire une place à l'autre, c'est-à-dire au lecteur du livre ou à la personne qui regarde l'exposition de photos et tout, et d'enfermer tout ça dans une seule signification. Donc d'enfermer aussi la personne photographiée juste dans un seul moment. C'est-à-dire à ce moment-là, elle m'a donné ça, mais peut-être que le reste du temps, elle n'est jamais ça, quoi. Elle est peut-être toujours autre chose. Qui plus est, en plus, pour ces filles, il était impossible de mettre des légendes parce que je ne voulais surtout pas qu'un lecteur mal intentionné puisse faire le lien entre les prénoms du récit et les visages photographiés. C'est-à-dire il ne fallait surtout pas que quelqu'un apprenne que celle qui s'est déjà fait violer 3 fois, bah, c'est celle qui est page 22 et que donc il va pouvoir peut-être en la retrouvant abuser d'elle aussi parce que... Donc là, il ne fallait pas qu'il y ait de légende, quoi, pour le coup. Et ça collait très bien avec ce que les filles voulaient aussi, que les photos ne soient pas légendées. Donc c'est presque un rapport de chien et chat en fait, le texte et l'image à cet endroit-là de l'image, quoi. C'est-à-dire d'enfermer les choses et de penser que ça crée un rapport d'illustration ou d'explication. C'est-à-dire ça tue les deux, ça tue le texte et ça tue l'image. Dans un cas, on va trop expliquer la photo, au risque d'une balourdisse pas possible, mais dans l'autre cas, la photo, ensuite, elle va être aussi transformée en illustration du texte. Et donc ça la tue, elle est plus autonome, elle contient plus un monde. Tout d'un coup, on lui fait croire qu'il faut qu'elle marche avec des béquilles, qu'il faut qu'elle soit accompagnée, soutenue par des explications. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et dans les livres que j'ai pu faire avec des photographes, mon souci, c'était devenu celui-là au fil des livres, c'était de faire que les deux voix, celle du photographe et la mienne, soient des voix divergentes. C'est-à-dire qu'on n'aille pas sur le même terrain artistique, intellectuel, etc. Je peux donner un exemple. Le premier livre que j'ai fait avec un photographe, donc sur le campement d'un SDF au Porte-Maillot, qui s'appelle La Borne SOS 77, les photos de ce photographe sont des photos très plates, strictement informatives. Il a photographié, avec l'autorisation du SDF, toutes les sculptures faites par ce SDF. Il les a photographiées de manière frontale, sans effet esthétique, rien. Donc c'est c'est de la prise de notes, c'est même pas du reportage. Et moi, en fait, malheureusement, j'ai fait un texte qui était quasiment au même endroit. C'est-à-dire, mon texte va du côté de la fiction, mais c'est une fiction qui raconte la situation de ce campement et de cet homme. Et c'est un texte qui est quasi documentaire lui aussi. Donc en fait, on se marche sur les pieds parce qu'on dit la même chose. C'est-à-dire que quand je décris les sculptures, je les décris quasiment telles qu'on les voit dans les images. Donc on est au même endroit et donc ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le pari d'un truc polyphonique, la voix du photographe, la mienne, et en fait c'est pour dire la même chose. Et c'est pour le dire de la même manière. Donc c'est un faux duo, ça n'a aucun intérêt. Et ça m'a beaucoup marqué, cette expérience-là, de sorte qu'ensuite, j'ai voulu, justement, dans les livres d'après, j'avais à cœur de faire que si le photographe ou la photographe se tient à tel endroit, il faut, moi, que je sois à un autre endroit. Si le photographe a fait un travail hyper documentaire, eh ben, il faut que je vois si je ne peux pas aller un peu sur le terrain onirique, ou alors sur le terrain du moins narratif et du plus poétique, etc., d'un travail qui serait plus déstructuré, qui serait moins enveloppant, qui raconterait moins de A à Z la totalité de l'expérience, etc. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre de quelle manière je pouvais utiliser la photo et qu'est-ce que ça pouvait m'apporter de faire ces livres avec un autre auteur. Ou une autre autrice. Oui, il y a plein de questions. parce que tu avais parlé au départ de ta compulsion de faire le tour en fait, d'un sujet qui est photographié sous tous les angles, sous toutes les lumières. Et
et là, tu l'as évoqué par biais, parce que la photo, elle arrête un moment, et il y a peut-être d'autres, il y a d'autres cadres. Est-ce que c'est aussi une envie de vraiment d'épuiser en fait le sujet que tu prends en photo sous tous ses aspects? Donc là, une sorte de complémentarité dont tu parles aussi au départ par rapport au texte. C'est pas seulement la photo qui interroge, mais elle peut aussi apporter autre chose. Donc, oui, non, j'ai jamais ce fantasme-là d'épuisement d'un sujet ou d'une situation, jamais. En fait, quand non, mais tu vois, par exemple, quand je fais ces photos-là de ma fenêtre, c'est donc toujours du même endroit, du même cadre, et c'est pas en tournant autour de ce que je vois de ma fenêtre. C'est-à-dire, par exemple, je vais pas de l'autre côté de la rue pour faire un contre-champ, je vais pas me mettre au ras du bitume pour voir comment les souris voient la rue. Enfin, c'est toujours du même endroit. Donc en revanche, mais ça je crois que je l'ai dit lundi, dans le livre, la première page, ce sont des récits, donc c'est ce qu'elles me confient de leur histoire. Donc elles me racontent notamment beaucoup leur histoire familiale. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le père est décédé jeune, pourquoi le beau-père les a chassés, pourquoi la mère les a chassés, etc. Donc c'est dur, c'est leur passé, c'est un passé douloureux, elles souffrent de ça, etc. Et donc c'est un livre qui contient beaucoup ça, c'est un livre qui contient beaucoup d'expériences malheureuses et qui est beaucoup tourné vers le passé de ces jeunes femmes. Là, le livre de photos, c'est exactement l'inverse. Je ne l'ai pas compris immédiatement, mais je l'ai compris assez vite. Elles sont photographiées à un moment, elles se découvrent belles sur ces images. Derrière elles, c'est un mur blanc. Le mur blanc, la page blanche, c'est toujours voilà, c'est une histoire à écrire, c'est toujours comme ça qu'on en parle, c'est ton futur à dessiner, etc. Et donc l'ensemble des portraits photographiques dit de ces filles totalement un autre morceau de leur vie. Si le livre, le récit chez Vertical était lui triste et compliqué et douloureux, les photos, elles, font remonter à la surface quelque chose de leur vie où elles sont plus du côté d'une forme de vitalité, où elles ne sont pas victimes, elles ne sont pas photographiées comme ça, et au moment où elles sont plutôt photographiées, au moment où elles s'imaginent capables d'avoir un futur, quoi. Donc là, encore une fois, ce sont vraiment deux regards totalement différents, mais ça ne suffit pas à rendre compte de la totalité de ce que sont ces filles. C'est-à-dire que, par exemple, je ne les ai jamais accompagnées dans le quartier où elles vivent. Un journaliste aurait fait ça. Il se serait dit, ok, je passe mes journées avec elles, mais il faut que j'aille voir aussi où est-ce qu'elles vivent. Bon, moi, je ne pouvais pas, blanc comme ça, je ne pouvais pas, parce qu'ensuite, il y a 40 personnes de la rue et du quartier qui leur seraient tombées dessus en disant dis donc là ton amant le blanc là il va falloir le faire raquer, etc. Donc comme il n'y avait rien de ce type de rapport là avec moi, il fallait surtout pas que les gens le croient, donc il fallait pas que j'aille sur place. Il y a plein d'autres aspects, je sais pas moi, le soir dans les bars par exemple, il était où je suis souvent allé en maraude avec les infirmières, il était hors de question de faire des photos, donc en fait mais ce n'est pas un problème. Je sais ce qui me manque pour faire un travail justement un peu exhaustif, mais je ne suis pas du tout dans l'idée d'épuiser le réel, comme des fois il y a ce fantasme-là. Ça ne me parle pas du tout. Je cherche toujours, dans n'importe quel geste créatif, je cherche la complexité des choses et pas du tout l'épuisement du monde. Je n'ai pas ce fantasme totalitaire-là qu'il peut y avoir des fois dans certaines œuvres. Oui. Oui, parce que tu l'as déjà dit tout à l'heure, il y a aussi un réflexe en fait de protection qui maintenant qui est de plus en plus aussi discuté dans le cadre de la photo. Comment photographier les gens, comment les exposer éventuellement aussi à des dangers quand on prend des photos dans des manifs, parce qu'il n'y a pas nous seulement qui regardons ces photos après, mais il y a aussi d'autres qui voudront, comme tu le disais là, pour vraiment violer une personne parce qu'ils apprennent que c'est possible ou elle habite à tel ou tel endroit. Est-ce que tu vois, bon après, parce que c'est marqué dialogue, mais je quand même que vous entrez aussi dans la course. Est-ce que quand tu prends des photos, est-ce qu'il y a une négociation avec la personne ou pas du tout? Parce qu'elle s'intéresse beaucoup à leurs photos, même plus qu'à tes notes. Oui, mes notes, elles s'en fichaient complètement. Ouais. Je ne fais jamais de portrait. Je suis beaucoup trop embarrassé quand je suis face à une personne pour dire tiens, est-ce que je peux te prendre en photo ou même pour faire par exemple.
toute mon enfance, mon adolescence avec la photo, c'était justement avec Cartier-Bresson, Doisneau, tout ça, des photos de rue, la photo humaniste, mais j'étais incapable d'essayer de les imiter. Pour moi, c'était impossible. Je suis beaucoup trop mal à l'aise. C'est-à-dire, il y a vraiment une espèce de mauvaise conscience dingue. C'est-à-dire, si je veux photographier quelqu'un dans la rue et que la personne se retourne, je me liquéfie, quoi. Si elle m'aperçoit. Et puis, il y a beaucoup l'idée que c'est un geste intrusif. C'est-à-dire que souvent, quand les gens s'aperçoivent qu'on les a pris en photo, leur premier réflexe, pas le dernier, mais le premier réflexe, c'est de se sentir agressé, quoi. Et donc ça, moi, je le ressentais très fort. Donc, je n'ai jamais fait de portrait en dehors de ce séjour-là. Et donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus étonnant que ce soit des portraits que quelqu'un a estimé digne d'être publié, quoi, parce que je n'en fais jamais, quoi. La seule chose que je fais, c'est de la photo de rue, débarrasser des passants, débarrasser des personnes, c'est de la photo de paysage, c'est de la photo assez pauvre, en fait. Mais ce jour-là, c'est justement parce qu'il y avait ce lien-là avec elle. C'est aussi parce qu'elle... donc ça faisait plusieurs années qu'elle me voyait les prendre en photo, mais elle me voyait aussi prendre en photo des choses qu'elle trouvait complètement débiles. Donc un lézard sur le mur, sauf que c'est des lézards qui font cette taille-là et puis qui sont multicolores, etc. Mais bon, c'est leur quotidien, ils s'en fichent. Ou alors, je sais pas, tout le matériel d'une chambre sorti parce qu'il fallait faire le ménage à grandes eaux dans la chambre et je sais pas, il y avait quelque chose de très graphique dans la cour et tout, donc je prends ça en photo et vraiment elle me regardait à chaque fois, mais comme un... Donc elles avaient confiance en moi et puis en même temps elles me voyaient un peu comme un hurluberlu. Donc en fait j'étais vraiment tout sauf inquiétant. Et donc très vite elles ont validé le fait que dans la cour, qui est une cour minuscule, qui est plus grande, qui est plus petite que celle-là, donc quand je les prenais en photo, tout le monde, elles sont aussi nombreuses que vous, tout le monde savait que je prenais une photo. Donc vraiment on était très loin de la photo volée. Mais là, la différence, c'est qu'elles m'ont demandé d'être prises en photo. Elles sont venues me chercher, elles m'ont dit « Tiens, tu nous prends en photo ». Donc c'est encore une autre série d'images qui n'a vraiment rien à voir avec ce que j'ai fait pendant 3 ans en amont. Oui, d'accord. Donc il y a un assentiment, il y a un consentement là au portrait qui était absolument sans ambiguïté. Puis je leur ai offert les photos aussi, et puis elles savaient qu'il y avait une publication derrière, etc. Oui, comme tu parles de Bresson, évidemment, c'est aussi une autre époque où la propriété de la photo était claire et nette. Donc c'est l'acte artistique du photographe qui détermine la propriété. Tandis qu'aujourd'hui, on commence à interroger aussi ce rapport entre photographe et sujet. Et comme tu ne revendiques pas cet acte d'artiste, moi tu le dis à plusieurs reprises, c'est vraiment aussi un peu se mettre au service en fait, à la fois de la photo et de la personne qui te demande d'être photographié, c'est bien ça. Oui, je suis pas photographe. En fait, il faut être humble. Ce sont des bonnes images, mais elles ne font pas de moi un photographe, parce que c'est des images qui n'ont pas de style d'une certaine manière. La beauté de ces photos-là et le style de ces photos-là, c'est le style de ces filles, en fait, au moment où elles ont décidé de poser. Moi, mon geste en tant que photographe, c'est juste, je suis devant elles, je prends tout ce qu'elles me donnent, mais je construis rien autour de ça. Il y a un portraitiste aurait réfléchi 100 fois plus que moi, et surtout il aurait tout de suite eu des idées, des solutions pour varier les choses, pour montrer ses filles autrement, etc. Donc ce livre de photos ne fait pas de moi un photographe, et ma passion pour la photo ne fait pas de moi un photographe. Je ne sais pas, peut-être il y a des questions, commentaires dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour cette petite conférence. Moi, j'ai une question sur ton rapport à l'image, les différences qu'il y a entre ton rapport à l'image, entre la vidéo, en fait, entre le film, la vidéo et la photo, du coup, parce que tu as cette passion pour la photo. Et puis tout à l'heure, tu disais que le cinéma, c'était un peu un one-shot, enfin la vidéo, en tout cas. Donc, je voulais savoir un petit peu, est-ce que c'est la question de la durée? Est-ce que, voilà, je ne sais pas trop. Je suis pas du tout cinéphile déjà. Comme tout le monde, il y a des films qui m'ont marqué, mais ça n'a pas fait de moi du tout un cinéphile. J'ai aucune culture au cinéma. Non, le cinéma m'intéresse pas. Alors, il m'intéresse pas du tout en tant que praticien, quoi. C'est-à-dire là, cette expérience-là, en fait,
tout ce qu'il y avait d'intéressant dans l'expérience du film que j'ai montré hier, je peux le vivre dans la littérature de la même manière exactement, quoi. C'est-à-dire la question de construire une narration, de construire un propos, et ensuite la question du montage pour l'emmener encore ailleurs, bah, on l'a dans les livres, en fait, dans l'écriture des livres. Donc vraiment, le cinéma me parle absolument pas comme me parle la photo, parce que tout le plaisir de la construction, je l'ai dans l'écriture, quoi. Donc j'ai vraiment pas besoin du cinéma. Et puis peut-être aussi l'idée la photo, c'est une plus petite forme, c'est-à-dire en fait c'est juste une image, et que c'est quand même plus facile, je trouve, d'essayer de construire une image, de se positionner par rapport à un sujet. Le cinéma, ça bouge, c'est plus compliqué, quoi. Je suis plus à l'aise. C'est comme quelqu'un qui te répondrait: oh non, un roman, je suis pas capable. Les nouvelles, c'est plus mon format. Au moins, je maîtrise. C'est en 5 pages, je vois bien ce qui se passe, etc. Voilà, moi, je ferais un peu la même réponse. Le cinéma, c'est trop compliqué. La photo me semble plus, pour un amateur, la photo me semble plus facile à appréhender. D'autres remarques? Non. Moi, c'est la formule la photo fait aimer tout qui m'interroge depuis tout à l'heure. Parce que je me dis, il y a quand même des photos qui sont insoutenables, qu'on ne peut pas regarder. Oui. Alors, bien sûr qu'il y a des photos insoutenables. Souvent, ces photos insoutenables, il faudrait regarder précisément, il faudrait en avoir sous les yeux. Ces photos insoutenables, elles relèvent plus du journalisme que de la photo artistique, quoi. Oui, mais donc ça fait une très très grosse différence, en fait. Alors que si vous prenez, je sais pas, pareil, un parking de supermarché dans une zone dégueulasse, avec des caddies brûlés, avec 2-3 vieilles voitures, avec des mômes qui jouent, c'est-à-dire un endroit où vous n'avez pas envie de vivre. Vous n'avez pas envie d'être prisonnier de cet endroit-là. Par contre, vous le voyez sur la photo et vous avez envie d'y être. Pas d'y vivre, d'y être. C'est-à-dire que la photo, comme le cinéma, construit un rapport amoureux même avec ce qui n'est pas digne d'être aimé, en fait. Oui. Quand Annie Ernaux travaille sur le contemporain, ouais. dans sa quotidienneté la plus triviale. Oui, mais je trouve ça 100 fois plus immédiat avec la photo. C'est-à-dire, en fait, avec la littérature, par exemple, quand je lis Prison de François Bon ou Paysage Fer, je suis d'abord sidéré par la forme du texte, par ce que ça produit dans la syntaxe, dans la construction du livre, dans l'instabilité invraisemblable qu'il arrive à mettre à l'intérieur du texte. Ça me donne pas envie je pense pas à ça. Je me dis pas ce truc-là. Je me dis pas, ah tiens, j'aimerais bien être à Nancy là en ce moment. Alors que dans la photo, je trouve ça complètement dingue. Si vous prenez par exemple les photos de Stephen Shore, qui a beaucoup photographié les espaces urbains moyens aux États-Unis, c'est vraiment des photos qui sont très mystérieuses parce qu'en fait, elles ne racontent pas grand-chose, elles donnent à voir juste des trucs. Et c'est incroyable, ça produit immédiatement du désir et de la mélancolie pour ces lieux-là, quoi. Alors c'est particulier parce que c'est le décor américain et que donc il y a plein de signes qui pour nous Européens clignotent et nous donnent envie de ces États-Unis-là. Mais quand même, il est aussi considéré comme un grand photographe aux États-Unis. Donc je pense vraiment qu'il y a ce mouvement. Mais il faudrait discuter à partir de plein d'images. C'est-à-dire, en fait, il faudrait que vous m'apportiez des images. Mais si on passe du côté du journalisme, évidemment que la photo d'un mort sur une plage, la photo d'un... Enfin, non, c'est pas ça. Ouais, Susan Sontag parle évidemment des photographies de la Shoah, de la libération des camps. Et tous les autres charniers. Et là, il y a aussi, elle parle de cet aspect ou de l'apotissement. Donc plus on voit ce genre de photos d'horreur aussi, plus on est un peu
on se ferme, on se protège, on est vacciné contre cet aspect d'horreur. Mais en même temps, elle dit, il y a des photos où cet abrutissement n'est pas possible. Donc ça reste. Donc je crois qu'il y a plein de cas de figure différents aussi du regard devant la photo, qu'on en y est, ce qu'on va ressentir. Hein. Et selon son propre état aussi de fragilité ou d'abrutissement. Oui. Oui, pour aller un peu pour un peu poursuivre dans cette idée de recherche-création, puisque c'est aussi ça, je me disais quand même par rapport aux photographies en général, celles dont tu parles, mais aussi celles dont vous parlez, qu'on n'a pas dit une chose qui est peut-être aussi importante, c'est que les photographies, comme ces travaux littéraires un peu documentaires, c'est quand même des moyens de connaissance aussi. Enfin, on n'a pas parlé vraiment de ça, c'est-à-dire le rapport au fait que ces photographies, qu'elles soient documentaires ou non, elles ont une fonction d'exposition quand même, et que cette fonction d'exposition, c'est aussi tout simplement une manière de nous faire connaître, même si, et par exemple, l'idée que c'est cadré, que donc c'est... ce dont tu parles, qui est que parce que c'est cadré, parce que c'est mis en forme, etc., ça produit un rapport un peu amoureux, c'est possible, j'en sais rien, mais c'est aussi que... ça produit de la connaissance quand même. Et que, par exemple, quand tu parles de ces parkings, de ces images, je ne sais pas si ça donne envie d'y être. Moi, personnellement, je ne suis pas sûre que ça produise cet effet. En revanche, ça permet par exemple, si tu habites dans ces lieux-là, de les regarder autrement, c'est-à-dire d'apprendre à les connaître. Je pense que c'est quand même ça aussi, ces objets artistiques, ils ont une fonction... oui, de ce type, la connaissance, et ça, on n'a pas parlé de ça, mais ça fait partie, me semble-t-il, aussi des fonctions de l'art qui associent justement, du coup, la création à, je ne sais pas, la recherche ou ce genre de choses. Oui, tu as complètement raison. Et pour moi, quand je disais ça nous apprend à aimer, j'incluais cette dimension-là, tu vois, c'est-à-dire ça nous apprend à connaître et en fait donc à aimer. Et tu vois, c'est ce rapport presque de conséquence entre les deux choses qui marche sur moi, quoi. C'est-à-dire, parce que ça m'apprend à connaître telle ou telle partie du monde, je dirais y compris dans mon environnement immédiat. Ça m'apprend aussi à l'aimer, à en avoir envie. Et donc ça apprend aussi à regarder, c'est-à-dire que comme tu dis, la familiarité qu'on peut avoir avec certains lieux finit par nous empêcher de les voir. Donc ces photographies, quand ce sont des photographies de lieux par exemple qu'on connaît ou dans lesquels on vit, le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui les produise, ça a une fonction aussi pour celui qui regarde, c'est ah oui, je peux donc regarder le lieu où je suis autrement dès lors qu'il a été photographié par quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une fonction très importante. Par exemple, quand tu parles des banlieues ou ce genre de choses, bon, j'imagine que tu as dû faire aussi ce genre de résidence dans des lieux de banlieue qui sont dévalorisés par les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont tendance à penser que les lieux dans lesquels ils habitent sont laids, sont sans intérêt, etc. Le fait qu'ils fassent l'objet de photographies ou de textes, etc., ça produit quelque chose sur le regard de celui qui habite. C'est-à-dire qu'il peut regarder aussi quelque chose de ça autrement, ou il peut s'interroger sur le rapport qu'il entretient avec le lieu dans lequel il vit. Je pense que les photographes, c'est ça qu'ils essayent aussi de produire, c'est-à-dire peut-être de produire du beau, comme tu disais, mais de composer en fait, c'est-à-dire comment on compose avec le lieu dans lequel on habite aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire de révéler aux yeux même des gens qui y vivent ou qui sont photographiés une beauté qu'ils sous-estiment ou qu'ils mésestiment. Mais il y a aussi, il y a une anecdote qui me sidère. Alors, ça n'a pas à voir avec la photo, mais ça a à voir exactement avec ce que tu viens de dire. Au moment des Gilets jaunes, un des grands points de rassemblement des Gilets jaunes en France, c'était le rond-point des Vaches à l'extérieur de Rouen, exactement à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est un gros rond-point.
Et c'est vraiment un rond-point traditionnel de sortie de ville ouvrière, c'est-à-dire il y a 2-3 trucs de restos de chaîne, il y a le parking d'une immense papeterie, il y a un champ d'EDF, de poteaux électriques et de transfo, il y a la Seine qui passe pas loin, etc. C'est un lieu très hostile et vraiment il n'y a rien à photographier à cet endroit-là, sauf à la rigueur faire du reportage quand il y a les Gilets jaunes. Et François Ruffin vient un jour faire une conférence. Et donc, il y a encore plus de monde que d'habitude. Mais de toute façon, à ce moment-là, il y avait beaucoup de monde. Donc, ils sont peut-être 300 sur le parking, 400. Et évidemment, Ruffin est accueilli comme une star qu'il est, encore plus à ce moment-là et avec les Gilets jaunes. Donc, un infini respect. Et Ruffin va faire une espèce de gaffe, mais qui est passionnante. Il va dire ces lieux qui sont laids. Et c'est vrai que le rond-point des Vaches, et il se fait siffler immédiatement. Et alors que je pense que les sifflets, ils ont été les chercher loin, puisque respect infini pour François Ruffin. Donc, et en fait, ça voulait dire, mais mec, primo, tu peux pas nous dire que le lieu dans lequel on vit, il est laid. C'est pas possible, en fait. Là, il y a un bug immédiat. Et peut-être tu te trompes. C'est-à-dire que moi, ma déclaration d'amour, je l'ai faite sur le parking derrière. Je suis désolé, le parking, ce sera toujours pour moi le lieu de l'amour, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est connecté à une épaisseur de vie, donc le regard, il est différent. Et donc, quelqu'un d'extérieur il faudrait vraiment qu'il y passe du temps pour en percevoir les tensions et donc aussi la beauté, quoi. Donc, des fois, le regard extérieur peut ne pas être le bon. Tu parles d'un politique, donc là, on est dans un autre monde, là. Ouais. Là, tu parles aussi de la mémoire, en fait, du lieu. C'était déjà c'est un peu indémêlable. le souvenir. Et l'information et la connaissance, ils vont ensemble, ça informe. Ouais. L'exemple qu'on vient de prendre, est-ce que ça ne montre pas justement qu'il manque avec la photographie quelque chose qui est la mise en récit? Parce que ce qui fait que ça prend du sens, la rencontre avec Ruffin, ça pourrait être rendu par le cinéma, ça pourrait être rendu par la littérature. Et voilà, je pars de ce point-là pour développer autre chose, c'est que ce que vous disiez au départ, c'est-à-dire cette envie compulsive de photographier des centaines de fois à partir des mêmes cadres. Ça me faisait penser, à contrario, à un personnage qui fait la même chose dans un roman de Jean-Paul Gou, puisqu'on en a parlé, je travaille sur Jean-Paul Gou, donc, qui est quelqu'un qui a travaillé d'une part sur le monde ouvrier avec une enquête, mais aussi qui a une œuvre de romancier qui est moins connue. Et dans La Maison Forte, donc, il y a un technocrate, la figure de l'ingénieur, la figure du père, enfin la figure effrayante qui traverse l'œuvre de Gou, qui s'est retiré dans sa maison de famille et il éprouve, comme tout un chacun, la nécessité de prendre possession du temps, de prendre possession de son espace. Il a un rapport névrotique, angoissé avec la possession des choses. Et ce qu'il va mettre en place, c'est un rituel photographique de tournée, de promenade qui est toujours la même, chaque jour de la semaine. Pendant 7 ans, il va la faire et il va prendre des dizaines de milliers de photographies qui sont toujours les mêmes, à partir des mêmes cadres, pour essayer de saisir, d'arrêter le temps, en quelque sorte, de saisir le temps. Et pour Jean-Paul Gou, c'est l'exemple de ce qu'il ne veut pas faire. Il a un rapport, lui, au contraire, très de rejet vis-à-vis de la photographie, parce que la photographie, c'est l'éclatement. C'est le discontinu. Ouais. Et donc, c'est par l'écriture, au contraire, il faudrait voir le cinéma, mais qu'on va pouvoir retisser les choses. Oui, vous avez tout à fait raison de dire ça et de prendre cet exemple-là, mais on peut le prendre en sens inverse, c'est-à-dire... primo, on peut demander à la littérature de ne pas être dans la construction d'un continu ou dans c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que la tentation totalitaire, c'est pas la mienne, quoi. C'est-à-dire que je vis très bien avec l'idée du discontinu, du fragmentaire, etc. Mais c'est surtout que, en fait, quand vous faites cette présentation-là de la photo, vous le présentez comme un défaut inhérent à la photo, c'est-à-dire de ne pas être capable du continu ou du récit,
Alors que pour moi, je le vis moi comme une force au contraire, c'est-à-dire que enfin quelque chose qui est débarrassé du récit, quoi. Et c'est pour ça aussi que je lis les poètes. C'est justement parce que la teneur en récit dans la poésie, même si des fois elle existe, la teneur en récit est moins grande parce qu'avec le récit, il y a une forme, il y a un rapport au temps, il y a un rapport à la conjugaison, il y a un rapport à la concordance des temps, etc. Il y a quand on valide l'emprise de la narration ou du récit, on valide en fait plein de choses derrière, quoi, plein de formes un peu convenues, etc. Et que dès qu'on fait sauter le récit, putain, ça libère des possibilités poétiques assez immenses, quoi. Donc c'est ce que je demande à la photo, quoi, c'est de me libérer du récit. De mettre du blanc, justement. Oui, de remettre des trous, de remettre de l'incertain, de remettre aussi un peu du bizarre. Oui, merci. Je suis convaincue. Je pense qu'il y a plusieurs esthétiques. Hein, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais en fait, le truc, c'est d'essayer de saisir qu'est-ce qui est une force et qui va produire quelque chose et non pas un défaut. Ouais, il va falloir laisser la place au suivant parce que sinon on va trop déborder. Merci. Merci Arnaud. Merci.